Bonjour l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour faire un live One Piece sur tout simplement le chapitre 1141. Donc voilà, il est sorti dans la nuit, il a eu un peu de retard hier, mais c'est pas grave, à cause voilà du jour férié. Donc les héros, le chapitre en brut avait des difficultés à sortir tout le monde. Donc voilà, il est sorti un peu plus tard. Bah, normalement ça gêne pas parce que voilà, la sortie officielle elle est ce week-end. Mais voilà, pour nous qui avons justement les spoils et le chapitre en avance, forcément ça prend un petit peu de retard. Donc voilà en tout cas pour ce qui tout simplement pour la raison pour laquelle ils étaient en retard. Nous on va tout simplement réagir, analyser, théoriser sur ce qui se passe dans le chapitre, potentiellement avoir des informations complémentaires par rapport à ce qu'on a déjà tout simplement étudié les 2 derniers jours. Et ce qu'on va faire juste avant les gars, c'est liker, commenter, s'abonner, parce que voilà, ça soutient la chaîne de ouf. D'ailleurs merci beaucoup à tous ceux qui le font, c'est toujours de plus en plus. D'ailleurs bienvenue aux nouveaux, j'espère que vous kiffez un petit peu le concept. N'hésitez pas à aller regarder les anciennes théories pour être à jour. Donc voilà, des fois c'est un peu dur parce que là je suis parti regarder une de mes anciennes théories et j'avais pas vu à quel point on a glow up. Le changement est vraiment radical. Donc je vous les conseille quand même parce qu'elles sont pertinentes. Faut avoir un peu plus de courage que pour les dernières vidéos qui sont beaucoup plus faciles à appréhender. Donc let's go. J'espère que vous êtes bien prêts. Chapitre légendaire. Asseyez-vous et préparez-vous pour tout simplement ce chapitre 1141. Donc c'est parti du coup pour le chapitre 1141. On commence par la react et après il y aura l'analyse évidemment. Donc voilà, en termes d'informations on a tout analysé. D'ailleurs je vous conseille d'aller voir tout simplement les 2 précédentes vidéos, que ce soit les spoils ou les spoils complets. Parce que voilà, on a déjà tout simplement émis énormément de théories, énormément d'analyses par rapport à tout ça. Et le but dans cette vidéo ça va être de compléter ces analyses que de revenir dessus. Donc c'est parti les gars. Donc commençons directement ce chapitre avec la page de couverture de la mini-aventure de Yamato. Donc voilà, le chapitre s'appelle Une femme plus âgée, ça on l'avait vu. Et du coup, le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 27e épisode. Elle ne peut pas contenir ses larmes de frustration. Donc ici, on voit un page one déguisé samouraï, pareil pour Ulti. Et on voit un Uzu qui est en train de torturer page one devant Ulti pour lui mettre un petit peu la rage. Donc c'est assez marrant parce qu'au final, on voit clairement que Uzu prend du plaisir, mais je pense que ça va pas durer. Je pense que c'est la dernière image où il va être content parce que juste après, je pense que Yamato va tout simplement libérer page one et Ulti. Donc je sais pas vraiment quel genre de relation ils pourront avoir, mais ce qui est sûr, c'est que Ulti et page one lui en devront une forcément. Donc voilà, je pense qu'en plus Ulti et page one ils ont aucun intérêt à rester sur cette île, donc potentiellement qu'ils pourraient quitter l'île. Et c'est là où je me dis que Yamato pourrait les accompagner, dans le sens où Yamato elle connaît tellement rien du monde qu'il lui faut forcément quelqu'un pour partir, ou sinon elle va partir dans une barque à la Luffy et voilà, elle va se retrouver je sais pas où, je sais pas comment. Donc à voir comment Oda va mettre tout ça en place, mais c'est des choses qui sont assez sympathiques. Ok, enchaînons avec la première image. Nami qui est pas contente, elle a dit je m'en fiche de Loki. Donc déjà on commence avec l'exploration du château d'Holst est terminée. Donc ça c'est le petit message de l'éditeur. Et Nami qui crie et qui dit quelle perte de temps. On a parcouru ce château toute la journée. On n'a même pas trouvé le moindre diamant, la moindre perle, ni même une simple pièce d'or. Je m'en fiche de ce Loki moi. Elle avait que des trésors, wesh Nami. Alors tu devrais pas parler de ce genre de choses Namitazo. Et du coup, je crois que c'est les gardes qui disent Loki, des diamants. Et Rod qui dit non, t'inquiète, te préoccupe pas de ça. Rien à voir. Repose-toi, tu en as besoin. Et Rod qui dit doucement ou dans sa tête, tu pourrais parler moins fort, Namitazo. Et Nami qui crie je veux mon trésor. Elle veut pas s'arrêter. Ok, donc on continue avec Franky et Ripley qui s'arrêtent en face, tout simplement, une branche gigantesque qui a été coupée. Ça on l'avait vu dans les spoils. Donc du coup, groupe qui est proche de l'arbre d'Adam. Franky dit il y a énormément de choses sur cet arbre, c'est incroyable. C'est normal, nous vivons sur les branches énormes de cet arbre. Ça, c'est Ripley qui dit ça. Et du coup, il y a des maisons. Et évidemment, le sol, c'est les branches d'arbres d'Adam. Et du coup, Oda a dessiné ça de manière un peu plus détaillée sans les feuilles pour qu'on puisse comprendre comment l'arbre est tout simplement, tu vois. Parce que quand on regarde le village, on a vraiment l'impression qu'il y a de la roche, qu'il y a de la pierre, qu'il y a du sol. Mais Oda veut vraiment montrer à quel point tout est tout simplement une suite de branchages où les gens peuvent habiter tout simplement. Ce qui est totalement logique. Alors, chacune d'entre elles a une longue et riche histoire qui lui est propre.
Donc ça parle des branches. C'est sur cette branche que se trouvait le village de Hogen. Mais la foudre s'est abattue sur elle un jour et tout a pris feu. Elle était trop vieille et sèche, impossible d'éteindre l'incendie. La branche a été coupée pour s'assurer que le feu ne se propage pas aux autres villages. Et du coup, Franky dit, je parie que c'était une décision difficile à prendre, mais j'imagine que même les arbres d'Adam ne sont pas immortels. Et Ripley répond, effectivement, on peut dire que le feu et la foudre sont les seules faiblesses d'Elbaf. La phrase avec Ripley qui regarde de derrière là, j'aime beaucoup. On continue. Du coup, on retourne sur le banquet du village de l'Ouest. On a donc Usopp Rabat qui dit, t'étais passé où, Nami? Où sont Luffy et Zoro? Et Nami répond, ils sont sûrement en train d'explorer l'île. Et Usopp qui dit, ah, sûrement, c'est bien. Et Jarl, tu dois voir notre navigatrice de génie. Et Jarl dit, elle est magnifique. Du coup, Usopp répond, elle te plaît? Et Jarl qui dit, à vrai dire, je préfère les femmes plus âgées. Et Usopp qui... Ah ouais, ok, je vois la petite scène un peu humoristique. En fait, il y a Usopp qui dit, tu es le type le plus vieux du monde. Tu ne trouveras jamais de femme pareille. Et du coup, il tape son épée volontairement. Je pensais qu'il l'avait pas fait exprès parce qu'il était rebou, mais non. Il est cinglé, Usopp, quand il a vu. Hein. Et tout le monde est en train de crier Seigneur Jarl. Et du coup, Ashrodin dit, Usopp, ne touche pas à l'épée de Jarl. Et il dit ensuite, tais-toi, Dory. Vous voulez jouer à Excalibur? Arrête ça le tuerait. Du coup, énorme, parce que Usopp, il s'en bat les steaks. Il est limite en train de faire des dingueries qu'on n'aurait jamais imaginé. Parce que lui, Usopp, c'est pas trop le type comme ça, tu vois. Et du coup, on voit tous les autres qui disent que tout simplement, Usopp est complètement torché. Et c'est vrai que là, il a l'air démoniaque, Usopp, on l'a jamais vu comme ça. Et il y a aussi Nami, du coup, qui répond à Brook, qui dit, bah, tu peux parler. Étant donné que Brook aussi a l'air vraiment torché. Et Nami qui dit, j'imagine qu'on peut rien faire pour lui. C'était le rêve d'Usopp et Luffy de venir sur Elbaf. Et Jinbei qui rigole et qui dit, je vois ça, stylé. Content d'avoir revu Brook et Jinbei qu'on n'avait pas vu depuis quelques chapitres. Je pense que dans cet arc, je pense qu'ils vont pas briller de fou. Hein. Je pense plutôt que ça va être l'arc vraiment de Usopp, Luffy aussi, évidemment. Après, Luffy, tous ces arcs, c'est les siens. Mais vous avez capté. Et du coup, il y a Sanji qui est tout en bas et qui dit, quelque chose ne va pas. Où est passée ma guerre d'amour? Et du coup, là, c'est bien parce qu'on a vraiment le contraste des géants qui sont gigantesques et de Sanji qui est tout petit juste là. Alors Gerd qui dit ils ont des fractures et il y en a un qui s'est fait poignarder. Tu penses vraiment qu'un simple humain pourrait infliger des dégâts pareils? Dis-moi ce qui s'est passé. Normalement ces Gerd ne plaisantent pas. Qu'est-ce qu'ils fichaient là-bas? Alors je te l'ai déjà dit, j'étais simplement en train de faire des recherches pour améliorer mon château de blocs, mais la porte d'entrée était déjà grande ouverte et Gerd a commencé à s'énerver et elle dit pourquoi tu sues autant? Tu as chaud peut-être? Et dans sa tête, il dit c'est parce que tu me regardes. Je vais demander aux gardes. Non, ils doivent se reposer. Du coup, il voulait pas dire ce qui s'est réellement passé par rapport à Shanks et tout, je pense. Hein. Mais on découvrira ça plus tard. Donc voilà, je voulais noter aussi un petit truc, c'est que au niveau de la taille de Gerd et de Rhodes, on voit clairement que Rhodes est plus grand que Gerd, mais vraiment beaucoup plus grand. Hein. Il a vraiment 3-4 têtes de plus que Gerd. Et ça, c'est assez intéressant parce que Oda l'avait déjà dit dans le diorama. Il y a Luffy qui disait à un moment, mais il est vraiment géant, tu vois. Genre beaucoup plus grand qu'un géant lambda, tu vois. Et en fait, on n'avait pas compris cette phrase parce qu'on se disait, ouais, mais cette personne, ça veut dire qu'elle doit être vraiment très très grande, tu vois, comparé à un géant. Si Luffy est surpris, il connaît des géants, il en a vu plein, donc il a vu Tori et Bruggy ne serait-ce que juste avant, donc normalement, il devrait pas être surpris. Et en fait, là, on voit très bien que Rhodes est quelqu'un de vraiment très très grand. Donc voilà, peut-être que c'est un géant longue jambe, hein. C'est pas impossible, hein. Peut-être que Oda a mis petit foreshadowing tel quel, mais c'est des choses qu'il faut garder bel et bien en tête. Parce que là, si on regarde la taille des jambes, vraiment pas mal la taille des jambes. Hein. Enfin, c'est limite la taille de Gerd, c'est ça, c'est la taille de ses jambes. Donc voilà, allez on continue, page suivante. Gerd qui dit, bien dans ce cas je vais aller parler au vieux Jarl. Et Rhodes qui dit, non tu vas lui gâcher la fête, je dois attendre de connaître toute l'histoire. Personne n'aime les troubles faits. Gerd elle est suspicieuse. Et Rhodes dans sa tête dit, si cette histoire de Loki se répand avant que Luffy et les autres reviennent, je serai considéré comme un complice. J'espère que Loki s'en ira dès qu'il sera libéré. Je me fiche pas mal qui sème le chaos à l'étranger. Et du coup Gerd, elle a pas l'air contente. Rhodes qui termine avec, ce qui me préoccupe le plus, c'est ce sosie du roux. Et on a Gerd qui dit parle, je sais que tu sais quelque chose. Du coup, elle l'a massacré. Ok, c'est assez intéressant parce que la scène, je la voyais pas du tout comme ça en fait. Étant donné que dans les spoils, les informations étaient pas données dans ce sens-là, je la voyais pas du tout comme ça. Et j'aime beaucoup la tournure que prend les événements, surtout le fait qu'il y a Loki qui va être libéré, que tout le monde commence à être au courant, le fait qu'ils ont identifié que c'était pas forcément le vrai Shanks. Heureusement, parce que en vrai, ça aurait pu être chaotique si Shanks aurait été accusé de tout ça, mais c'était d'un côté obvious pour les géants de découvrir que Shanks n'était pas le fautif, quoi. Ils connaissent Shanks quand même. Après toutes ces années, après
après le fait qu'il ait emprisonné Loki. Je pense que ça aurait été complètement bête de penser que c'était le vrai Shanks qui ait fait ça. Après, à voir. Je pense qu'il y en a qui auraient pu le croire, ceux qui connaissent pas forcément Shanks, mais la plupart des gens qui connaissent Shanks ne l'auraient pas cru. Ok, donc là on se retrouve au royaume des morts, dans l'Underworld, et on a donc Zoro et Luffy qui dialoguent. Zoro qui te dit ça, il dit « Hé Luffy, je m'attendais pas à ça. Il était pas comme ça quand on l'a vu. Les animaux ont pris tarif eux aussi. Tenez bon. » Et Luffy qui essaye de réveiller Loki. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça, Loki? Zoro réplique avec qu'il est sacrément grand pour un géant. Loki, réponds-moi. Évidemment, les gars, comme je vous ai dit, je pense que les tailles, on les prend pas en compte, étant donné que voilà, c'est des géants, tout le monde est géant, tout le monde est grand. Non, moi je pense vraiment, il doit y avoir un historique de taille avec des personnes qui ont des tailles plus ou moins différentes. Et Loki fait partie des personnes qui ont une taille gigantesque. N'oubliez pas que Yarl, par exemple, est plus grand, que Doré et Brogy sont un peu plus petits, mais un peu plus grands que des géants lambda. Donc je sais pas si c'est la croissance qui, pour les géants, est plus longue, c'est-à-dire que toute ta vie, tu vas grandir, ou si tout simplement il y a parmi les géants des personnes qui ont plus de sang pur, on va dire comme ça vu qu'ils l'ont sorti comme ça dans le manga, et que les sangs purs forcément ont beaucoup plus de chances d'avoir une taille plus grande. Donc ça c'est clairement un rapport avec tout simplement les oses qui eux font à peu près 70 mètres et les géants lambda eux font 20 mètres. Et si tu mélanges un ose avec un humain, tu diminues un petit peu la taille et ça fait que au final on pourrait avoir des géants lambda. Donc à voir les gars. On continue. Ne lui donne pas la clé Luffy, ça change tout. Il est recouvert de blessures, il ne fera rien de mal. Allez Zoro, file-moi un coup de main. Il a juste marché et du coup Luffy commence à tomber. Et Zoro dit ses chaînes sont sûrement en granit. Voilà. Et Zoro dit qu'est-ce qui a pu démolir ces bêtes géantes? Allez viens Luffy, on va attendre un peu. Et Luffy dit il va mourir si on l'aide pas. On lui doit rien. Je n'ai jamais parlé avec lui, mais on doit pas prendre sa réputation à la légère. Ce type est aussi grand que Oz. Waouh, bah, légendaire. Loki est aussi grand que Oz. Je sais pas si c'était dans les spoils. Moi, je me rappelle pas du tout avoir traité cette information, mais légendaire, les gars. On a vraiment un Loki qui est gigantesque. C'est vrai qu'on aurait pu y penser, étant donné que voilà, on avait déjà vu Luffy tout petit à côté de sa chaussure. Donc voilà, Luffy fait de la taille de son doigt de pied. Mais là, c'est légendaire. Là, ça veut dire vraiment que les gènes de Oz doivent bel et bien être présents dans son sang, ce qui fait de lui un géant encore beaucoup plus grand. Donc voilà, s'il fait la taille de Oz, c'est à peu près 70 mètres. C'est colossal, les gars. C'est-à-dire, il fait la taille de 2-3 géants, ouais. 3 géants, ouais, les gars. Alors, Zoro qui dit si on le libère, ça risque de mal finir, même pour Elbaf. Attends voir. Et du coup, Zoro qui le tape et Luffy qui est choqué, il dit mais qu'est-ce que tu fais, Zoro? Et tu vois Loki qui est en train de crier de douleur. Ah ouais, crie dans toute la forêt, hein, vraiment pour montrer qu'il est bel et bien blessé de fou. Zoro dit ses blessures ont l'air réelles, il ne fait pas semblant. Et Loki qui dit bordel, qu'est-ce que tu fais? Il est mort. Pourquoi c'est marqué il est mort? Peut-être qu'il voulait dire ah, il est pas mort. C'était son destin. T'es vraiment pas humain. Bon, libère-le, mais laisse une menotte à sa cheville. On en parlera s'il revient à lui. D'accord. Allons chercher Chopper. La bibliothèque est plutôt loin. Je pense qu'on devrait aller voir un médecin du village. Mais s'ils voient qu'on a libéré Loki, ils vont nous bannir, non? Tant pis, on doit faire quelque chose. Je vais voir un médecin. On devrait chercher de la viande. Personne ne peut se rétablir sans viande. Et Zoro qui dit, il y en a partout autour de nous. Et Luffy qui est... Wesh, la tête à Luffy, elle est extraordinaire. Je suis explosé. Et Luffy dit, ne dis plus jamais un truc pareil. Ce sont mes amis, j'irai chasser plus tard. Et Zoro qui dit, ça reste de la viande, non? Mes amis sont pas au menu. Et après Zoro qui dit, ok, désolé. Et Luffy qui part et qui dit, allons chercher un médecin. Et après, Zoro dit, ouais. Et du coup, Luffy remarque que quelque chose est en train de tomber du ciel. Et du coup, ils disent, ne fais pas ça. Et Luffy est choqué. Et du coup, on voit justement l'équipage de Ashruddin. Tout le monde est là. Et Road a dû vendre la mèche. Donc ça aussi, on ne l'avait pas dans les spoils. Parce que du coup, ils sont tous là, y compris Gerd. Donc j'étais pas sûr pour Gerd. Parce que je me disais, c'est bizarre, elle est au village. Comment ça se fait qu'elle descend et tout. Donc c'est trop marrant. Et du coup, Ashruddin dit, je t'avais dit que les Ilonabus ne pouvaient pas se maintenir dans le royaume des morts. Je pensais qu'on pourrait les utiliser à la dernière minute pour amortir notre chute. Je vais te sauver, Gerd d'amour. Et du coup, Sanji est là. Trop bien. Ça veut dire qu'il y aura Sanji, Zoro et Luffy. Légendaire. Alors, on ne devait pas perdre de temps. C'était le seul moyen de venir ici. C'était une urgence. Si Loki s'échappe, ce sera la fin du monde. Voilà, encore une fois, on met en avant le fait que Loki a potentiellement le pouvoir de détruire le monde. Et c'est ouf parce que je comprends pas pourquoi il aurait le pouvoir de détruire le monde. Ils connaissent Shanks, ils connaissent les capacités de Shanks. À quel moment ils le comparent directement à lui? Et en plus de ça, jamais on a dit que Shanks avait la capacité de détruire le monde, tu vois. Donc on va essayer de comprendre, mais le côté armantique commence à se faire sentir réellement. Et j'ai vraiment l'impression que voilà, potentiellement une des théories les plus vieilles de la chaîne qui va être validée, j'ai tellement hâte. Mais voilà, on n'est pas à l'abri d'une raison tout autre, donc à voir. Et du coup, Ashruddin qui dit c'est fini, on va mourir. Désolé les gars, c'était pas une bonne idée. Je t'en veux pas, tu pensais à la sécurité d'Elbaf. Quelle vie. Et du coup, le bateau s'écrase, non pas sur le sol, mais sur le ventre de Luffy, qui a fait un gom-gom balloon. Et du coup, bah, tout le monde est content. Et Ashruddin qui pleure et qui rigole est content de voir Luffy. Et Luffy rigole et dit haha, chapeau de paille.
Et du coup, le bateau, à cause justement de la compression de Luffy, se fait éjecter au loin avec tous les hommes, sauf Sanji et Gerd. Donc parfait. Et du coup, Ajrudin qui s'est fait massacrer, qui dit merci. C'est un miracle que nous soyons encore en vie après cette chute. Si tu n'étais pas là, on serait tous morts. On devrait se dépêcher, on est arrivé à temps. S'il te plaît, chapeau de paille, ne libère pas Loki. J'ai forcé Rhodes à cracher le morceau. Désolé, le Fitazo, donc ça c'est Rhodes qui s'excuse. Tu ne dois pas lui faire confiance, il est rusé. C'est un escroc impitoyable au cœur noir et il ne changera jamais. Donc là, on voit que les géants sont debout, en tout cas pour Stansen. Et ce qui est marrant, c'est qu'à côté, on a Loki qui est carrément assis et on voit le différentiel de taille entre les deux. Et ce qui est bien, c'est qu'on sait que c'est sa taille réelle parce qu'il a du granit marin. Quand tu as du granit marin, tu peux pas changer de taille. C'est comme Bonnie quand elle était dans l'eau, elle était obligée d'être en petit. Donc ça montre que là, aucun moyen que ce soit un fruit du démon ou quelque chose comme ça qui lui ait donné sa taille. Donc c'est plus sa race de géants antiques, on va les appeler comme ça, même si c'est pour moi potentiellement la race d'Oz. Et peut-être que Oz, tout simplement, sont des races hybrides d'une race encore plus primordiale. Ça, c'est des choses qui sont potentiellement réelles. Ça me fait vraiment penser, les gars, à la bête mythique qu'on a vue sur la fresque, qui aurait pu donner ses gènes d'une certaine manière à certaines races. Même si, vu que c'est un ennemi, je peux en douter, mais bon, on connaît dans One Piece, les ennemis sont pas vraiment des ennemis. On verra bien de toute façon. Ensuite, on a donc Ajrudin qui dit: je le connais depuis que je suis gamin, même quand il faisait ou disait un truc sympa, c'était un mensonge. C'est un monstre qui trahit les autres sans la moindre hésitation. Et Luffy, voilà, c'est extraordinaire. Luffy qui vient de se rendre compte qu'il a fait une énorme connerie. Et du coup, Ajrudin qui dit: c'est une menace pour le monde entier. Je crois que vous arrivez un peu tard. Ça, c'est Zoro qui dit ça. Et Ajrudin qui dit: quoi? Et la page finale du chapitre, légendaire, Loki debout. Après s'être fait massacrer, il a le sourire aux lèvres, bien content d'être libéré. Et du coup, on a tout le monde qui est choqué, qui dit Loki. Et Luffy qui dit: ah, j'aurais juré qu'il était KO. Et Ajrudin qui dit: arrête, Loki repose le Ragnir. Petit message de l'éditeur, le prince maudit se lève. Légendaire, j'ai vraiment adoré cette fin de chapitre, légendaire. Donc on a vraiment une taille légendaire, un marteau légendaire. Et d'ailleurs pour le marteau, je ne l'ai pas dit hier, mais pour moi, s'ils lui ont laissé son marteau pendant qu'il était enchaîné, c'est complètement débile. Si le Ragnir était vraiment une arme de destruction massive, jamais il l'aurait laissé enchaîner à côté de lui, il l'aurait mis dans un coffre-fort, au sommet de l'arbre le plus loin de Loki. Cependant, ils lui ont laissé, pourquoi les gars? Parce que ça peut être la même légende que le marteau de Thor, le marteau Mjolnir. Et en fait, du coup, comme dans les Marvel, etc., seules les personnes dignes du marteau sont capables de le soulever. Donc là, le côté dignité peut être le côté force. Seuls les gens suffisamment forts peuvent porter le marteau. Ou sinon, seules les personnes dignes du marteau, dans le sens les personnes suffisamment fortes en termes de combat, en termes de puissance, mais pas juste force physique, tu vois. Peut-être que c'est ce côté digne qui a été mis en avant, et peut-être que c'est pour ça qu'ils lui ont laissé son marteau, parce que personne ne pouvait le déplacer à part lui. Donc voilà, je pense que là, on a vraiment une fin de chapitre légendaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé, nous on va passer directement à la nice. Donc là on va analyser tout simplement tout ce qui a été dit dans le chapitre, on va pas revenir sur ce qu'on a déjà dit dans les précédentes vidéos, mais là pour moi le plus important c'est de revenir sur le côté race, parce que là on a pour moi énormément d'informations. Donc je pense que déjà les géants de base sont pas des races primordiales mais plutôt des races hybrides, et j'ai l'impression que dans le monde de One Piece, les personnes qui sont présentes encore vivant dans l'univers de One Piece sont des personnes hybrides qui sont entre deux races. Et quand vous regardez correctement les choses, à chaque fois qu'il y a une race qui sont entre guillemets primordiales, c'est des races qui sont gigantesques, et plus tu croises les races et plus ça devient de plus en plus petit. Donc ça, c'est des choses qu'il faut noter. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, si on regarde tout simplement les informations qu'on a dans l'île des hommes poissons, on a Shirahoshi, donc qui a son côté sirène, et les fils de Otohime et le roi Neptune, eux ont tout simplement le côté Triton, le côté poisson. Et il y a les hommes poissons. Et je pense que déjà juste ça, c'est un foreshadowing d'Oda qui disait voilà, les races sont différentes, même sur l'île des hommes poissons. Il y a des hommes poissons et il y a des sirènes Tritons qui eux ressemblent beaucoup plus aux races primordiales, tu vois. Et pour moi, les races primordiales, elles sont géantes. Donc c'est pour ça que la princesse sirène est géante, parce qu'il y a un côté sang pur, un côté héréditaire qui fait qu'elle a gardé sa taille d'antan. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est beaucoup plus grande que ses frères et beaucoup plus grande que la quasi-totalité de la famille. La seule personne qui est à peu près de sa taille, c'est Neptune. Donc c'est pour vous montrer que quand tu gardes un petit peu les gènes antiques, on va dire des races, et ben ça va être des races beaucoup plus grandes. Et là pour moi c'est exactement la même chose, parce qu'on a vu qu'on a Loki qui est quand même gigantesque, qui fait la même taille que les Oz. Donc est-ce que Loki est un hybride entre un Oz et peut-être une bête de la même taille? C'est
totalement possible, c'est quelque chose qui est complètement réel. Et du coup, lui, on sait que c'est un sang pur, entre guillemets, parce que c'est là où on a tout simplement appris le côté sang pur, avec les cornes, avec plein de trucs et tout. Donc, ça veut dire que ce côté géant, la taille des personnes, peut nous révéler un petit peu d'informations par rapport à leur race, par rapport à leurs ancêtres. Et du coup, ça montre aussi que plus t'as une race primordiale, plus le côté puissant est tout simplement présent. Et ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Pourquoi? Parce que on a tout simplement Loki qui est gigantesque, taille de Oz, beaucoup plus grand que la totalité des géants. Je sais pas si le roi Harald était à peu près dans cette tranche-là, mais pour l'instant, on n'a vu aucun géant de la taille d'un Oz. Jamais on a vu ça. Donc, il va falloir voir si le roi Harald pourrait avoir la même taille. Mais pour moi, il doit avoir à peu près la même taille, parce que voilà, faut que les gènes viennent de quelque part. Et tout comme Shirahoshi et le roi Neptune, je pense que voilà, le roi Harald et Loki pourraient avoir tout simplement la même taille. Donc, ça montre le côté, voilà, sang pur, comme j'ai déjà dit, le côté puissance qui est transmis de génération en génération. Et pour Shirahoshi, c'est la même chose. Son côté puissance, il est tiré de son côté arme antique, et du coup, elle a gardé sa taille gigantesque. Et ce qui est assez intéressant, c'est que par rapport à ma théorie où Momonosuke, compagnie de Zuneisha et potentiellement Pluton qui pourrait se trouver sous Wano, je pense que clairement, Momonosuke en tout cas pourrait avoir ce côté transmission de puissance et tout, parce qu'on l'a vu avec Oden qui, lui, dès qu'il était petit, a hérité d'une puissance colossale. C'est pareil pour Momonosuke, parce que lui aussi a hérité d'une puissance colossale de par ses gènes. Donc on peut comprendre que les races, voilà, transmettent des gènes ultra puissants qui sont tout simplement beaucoup plus grands que, par exemple, les races hybrides. Après, les gènes ne font pas tout dans un combat, évidemment, mais c'est juste pour vous montrer que les gènes donnent énormément de puissance de base. Ça ressemble étroitement à Kaido, qui lui a des gènes légendaires qui lui permet de tout simplement résister à des attaques physiques, à toutes sortes de lames, etc., etc. C'est un petit peu le contraire de Luffy, qui lui est très sensible aux lames, etc., etc. Donc déjà, il y a un parallèle, mais en plus de ça, on voit que le côté race est très important. Pareil pour Big Mom, qui est quasiment invincible, on va dire, tu vois. Étant donné que voilà, la peau très dure et une résistance légendaire, même si elle n'est pas immunisée comme Kaido. Il peut être blessé, mais pas facilement. Donc tout ça pour vous dire que je pense que voilà, les races, Oda, dans ce chapitre-là, nous donne énormément d'informations par rapport à ça. Et il essaye de mettre en avant que voilà, les tailles ont une importance. La phrase est un peu bizarre, mais tu vois, il n'y a rien de chelou. Mais en tout cas, le fait que ça soit mis en avant montre que les races sont très importantes, que ce soit pour le côté armantique, parce que voilà, on retrouve des parallèles entre Shirahoshi et Loki. Et d'ailleurs, c'est des parallèles qui sont tout à fait différents de ce qu'on avait retrouvé comme parallèle entre Shirahoshi et Momonosuke. Parce que Momonosuke peut parler à Zuneisha, etc., etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Et là, on a la même construction, mais de manière différente avec Loki. Le côté héréditaire, le côté race, le côté gigantesque. Donc voilà, moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Et potentiellement, Oda nous a fait des foreshadowing de légende autant pour Momonosuke que pour Loki. Donc ça, c'est une des choses. Pour revenir sur le marteau, je pense que le marteau est légendaire dans le sens où s'ils lui ont laissé, c'est potentiellement qu'ils peuvent pas le manier. Je pense qu'il y a que certaines personnes qui peuvent manier ce marteau et certaines personnes, c'est bel et bien pour moi potentiellement les armes antiques. Peut-être que l'arme antique est capable de contrôler le ciel à la manière de Loki, mais je pense aussi que son marteau pourrait être un espèce de catalyseur qu'on transmet de génération en génération pour pouvoir tout simplement catalyser la puissance du ciel dans son marteau. Et c'est pour ça que ce serait, qu'on appellerait ça le tonnerre de fer. Voilà. Et tonnerre de fer pourrait tout simplement faire écho à son pouvoir, on va dire, électrique. Son pouvoir de contrôler les cieux, de créer des tempêtes, ouragans et tout. Vous connaissez un petit peu mes parallèles entre les armes antiques et aussi les catastrophes naturelles. Hein. On a le ciel avec Uranus qui pourrait créer des ouragans. Et c'est des ouragans, c'est une des 3 plus grandes catastrophes naturelles qui peuvent s'abattre sur le Japon. Ensuite, on a les tremblements de terre potentiellement avec Pluton et les tsunamis avec Shirahoshi. Donc, ça, c'est des choses qui pourraient se confirmer petit à petit dans les prochains chapitres, prochains mois. On verra bien. En tout cas, gardez bien en tête que voilà, si son marteau lui a été laissé, c'est que potentiellement, il doit y avoir une raison. Sinon, ce serait quand même illogique à mon sens d'emprisonner quelqu'un et de lui laisser son arme à côté juste comme ça. Tu vois. Je pense que Oda a quand même réfléchi à ça, sinon ce serait quand même bête. Tu vois. Toutes les fois où Luffy a été emprisonné, on lui a tout retiré, tu vois. Enfin, pas que Luffy, hein, je veux dire même Kid, même tout le monde, tu vois. Tous ceux qui ont été emprisonnés, on leur a tout retiré. Je sais pas pourquoi. Là, Oda déciderait de laisser un marteau comme ça et se dire oh, c'est pas grave, la cohérence, à quoi ça sert au final. Non, ça m'étonnerait. Donc voilà, très intéressant de voir que Loki commence de plus en plus à montrer son côté armantique, à montrer potentiellement qu'il pourrait avoir un fruit du démon
Pokémon légendaires en plus de son arme antique. Et pour terminer, avoir des gènes suffisamment puissants pour être l'un des hommes les plus puissants du monde. Ça, je suis trop content parce que j'avais peur que Oda, avec les 4 empereurs et tout, soit enfermé et ne puisse pas justement faire en sorte qu'il y ait quelqu'un de suffisamment puissant sur l'île d'Elbaf pour pouvoir tout simplement être un adversaire suffisamment fort pour Luffy. Mais en fait, je suis en train de comprendre que si. Je pense que si. Je pense qu'il y a bel et bien une personne qui est capable de se battre contre Luffy et cette personne est bel et bien Loki. Et pour ça, j'avais théorisé il y a très très longtemps que le côté armantique pourrait faire l'affaire. Donc voilà en tout cas pour ce chapitre. Petite analyse sur Loki. Donc voilà, un chapitre vraiment centré sur les pouvoirs de Loki étant donné que c'est les plus grosses informations. Toutes les autres informations, comme je vous ai déjà dit les gars, n'hésitez pas à aller regarder les 2 dernières vidéos. Ça va vous permettre d'avoir un peu de relief par rapport à tout ça. Et sinon, comme j'ai l'habitude de faire les gars, n'hésitez pas à liker, follow, commenter pour la team YouTube parce que voilà, ça nous aide énormément. Vous avez aussi accès à Twitter si vous voulez les infos en direct, l'actu One Piece, les spoils de One Piece. Et il y a le Discord, c'est là-bas où on se réunit, on discute, que ce soit du gaming, One Piece, les théories, je vous mets plein de salons avec des informations qu'on trouve pas dans le manga, donc voilà, tout ce qui est Tabook, SBS et tout ça, ça arrive. Ça fait des informations sur les fruits du Nemo, les mini-aventures, etc., etc. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à les checker. Merci à tous ceux qui soutiennent et n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece.